chers téléspectateurs, bonjour chers téléspectatrices de Jalingo TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Entretien qui sera consacré évidemment aux droits des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que le 20 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale des droits des enfants. Chaque enfant qu'on enseigne est un monde qu'on gagne, en se référant à cette maxime du célèbre écrivain Victor Hugo. On doit reconnaître la valeur, la place de l'enfant dans le développement d'une communauté. Et depuis 1954, la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'enfant. Cette journée se célèbre également au Bénin et ici, l'organisation non gouvernementale, la Chrysalide, ne voulant pas se faire conter l'histoire, a décidé d'animer cette émission avec des acteurs clés en charge du droit des personnes handicapées. Nous avons ici au plateau, sur le plateau bien évidemment, des acteurs qui vont donner leur avis, partager les points de vue sur le niveau d'évolution du droit, de la défense des droits des enfants au Bénin en général et en particulier les enfants handicapés, intellectuels et autres. Nous avons à notre gauche ici Madame Augusta Migan, qui est la présidente de l'ONG Les Nouvelles Chances. Sinon, présidente de l'ONG Nouvelles Chances. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. À ma droite ici, nous avons notre cher ami Fresnel, qui est animateur de l'ONG La Chrysalide. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur le journaliste. À la fin de ma droite, ici nous avons Anne-Marie Mioum, qui est également animatrice de l'ONG La Chrysalide. Bonjour Madame Anne-Marie. Bien sûr, les questions, dites-nous Madame Anne-Marie, présentez-nous l'ONG La Chrysalide. C'est quoi la Chrysalide, l'ONG La Chrysalide? Merci Monsieur l'animateur. La Chrysalide, c'est une association qui est créée le 30 mai 1998 par des personnes handicapées, des personnes de bonne volonté, des parents des personnes handicapées pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles au Bénin. La Chrysalide travaille pour l'épanouissement des personnes handicapées intellectuelles, c'est-à-dire elle est plus dans l'épanouissement et l'autonomie de ces personnes-là, afin que ces personnes-là puissent être acceptées comme des personnes à part entière dans notre République, le Bénin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de l'ONG La Chrysalide? Quelques objectifs de l'ONG La Chrysalide? Comme objectif, nous avions la Chrysalide comme objectif de réduire la discrimination de ces personnes-là handicapées intellectuelles dans notre République. Merci à vous, Madame Augusta Migan. Dites-nous, de quoi ressort la célébration de la Journée internationale des droits des enfants? D'accord, merci Monsieur le journaliste. Alors, parler de la Journée internationale des droits des enfants, il faut remonter en 1989. En réalité, en 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale des droits des enfants. Et cette convention contient les textes fondamentaux qui protègent nos enfants un peu partout dans le monde. Et donc, ça fait depuis 1989, ça fait donc 33 ans aujourd'hui. Alors, cette journée, d'aucuns pourraient dire que ce n'est pas une fête, mais je pense que c'est d'abord et avant tout une fête pour les enfants parce que la Convention internationale des droits des enfants permet à ce que les enfants soient reconnus dans leurs droits et puissent jouir de leurs droits un peu partout où ils sont. Et donc cette journée est une commémoration de l'adoption de cette Convention internationale. Et donc pendant cette journée, toutes les organisations internationales, toutes les organisations de la société civile organisent des actions de sensibilisation sur le terrain pour permettre à ce que les droits des enfants soient connus du grand nombre que possible, Donc de telle manière que ce soit dans les zones rurales ou que ce soit dans les localités reculées, un peu partout, que les droits des enfants soient connus et que tous ces enfants puissent jouir de leurs droits.
Voilà un peu. Voilà, Monsieur Christian Lazonibo, en dehors de votre rôle ici à l'ONG La Chrysalide, vous êtes également psychopédagogue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques instruments juridiques qui protègent les droits des enfants au Bénin? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je pense qu'en matière d'instruments juridiques, ils sont plusieurs. Et on pourrait parler, en premier abord, des instruments internationaux qui couvrent et qui permettent aux enfants de jouir des droits pleinement propres à eux. Nous avons déjà en premier lieu la Convention des droits des enfants qui est ratifiée également par le Bénin depuis août 1990. À côté de ça, nous avons la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui a été également ratifiée par le Bénin. Nous avons à l'interne, sur le territoire national également, la Constitution autant pour moi du Bénin, qui donne une place prépondérante à l'enfant et qui assure également ses pleins droits. Et nous pouvons voir au niveau des articles 12 et 13 de notre Constitution qu'elle permet ou qu'elle donne cette chance-là à tout enfant béninois, qu'il soit handicapé ou pas, d'avoir accès à l'éducation, pas seulement l'éducation, mais l'éducation de qualité. Et l'État se devrait toutefois de garantir à ces enfants-là une éducation de qualité contre 0 francs, donc c'est-à-dire gratuite, et permettre également à tous les enfants, quel qu'en soit le niveau, d'avoir accès à l'éducation, et ça c'est une priorité de l'État. Et quand nous prenons également les enfants à besoins spécifiques, je vais dire les enfants handicapés intellectuels, nous voyons qu'il n'y a pas encore grande chose qui a été faite. Et le premier geste que nous pouvons toutefois prendre en compte est la loi, les décrets de loi, la loi 2017-0-06 qui stipule la promotion et le respect des droits des personnes handicapées intellectuelles au Bénin. En gros, voilà quelques articles, quelques éléments juridiques que nous pouvons toutefois citer et qui travaillent énormément pour la défense et la promotion du droit des personnes handicapées. Merci beaucoup. Oui, Migan, quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui en termes de la protection des droits des enfants au Bénin? En termes d'état des lieux, on va le regard qu'on porte sur la situation des enfants aujourd'hui au Bénin, on peut porter un regard plus ou moins positif. Ça veut dire qu'il y a eu des actions qui ont été menées, il y a des avancées qui sont réalisées dans ce sens-là. Aujourd'hui au Bénin, le Bénin dispose d'un plan d'action de politique nationale de protection des enfants. Le Bénin dispose également d'un programme national de développement du secteur de la justice qui inclut des mesures liées aux enfants mineurs. Et il faut aussi parler du cadre de partenariat plus adéquat qui reconnaît l'importance des actions menées par les organisations de la société civile. Parce qu'il faut le préciser, comme on a l'habitude de le dire, l'État ne peut pas tout faire. Et donc les organisations de la société civile aujourd'hui viennent porter main forte à l'État dans le travail qui doit être fait sur le terrain. Et donc à travers différentes actions, que ce soit à travers des jeux éducatifs, à travers des concours pour que les droits des enfants soient connus par le plus grand nombre de personnes sur le plan national, afin que ces enfants-là puissent véritablement jouir de ces droits. Mais il faut quand même reconnaître que malgré tout ce qui est fait, il y a quand même encore beaucoup à faire, parce qu'aujourd'hui on peut constater, dans le Bénin on peut constater, il y a des informations qui circulent, on peut voir des enfants qui sont maltraités, battus, des enfants qui n'ont toujours pas accès à ces droits-là, et ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore des efforts à fournir de par l'État et de par aussi les organisations de la société civile. Et pour en revenir de façon spécifique à ce qui concerne les enfants, les enfants en situation de handicap, je veux parler des enfants en situation de handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui au Bénin, le Bénin dispose depuis 2017 d'une loi dont vient de parler l'animateur Fresnel.
le Bénin dispose d'une loi qui a été adoptée et promulguée, mais malheureusement, il n'y a pas de décret d'application. Et donc, cette loi qui prend beaucoup de mesures de protection des enfants, le fait qu'il n'y ait pas de décret d'application limite sa mise en œuvre et limite en fait son application. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire que les enfants bénéficient de façon plus spécifique de leur protection, surtout les enfants qui sont en situation de handicap. Donc voilà un peu de façon générale l'état des lieux que nous pouvons faire sur la situation des droits des enfants au Bénin. Merci Madame Minga. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelles sont les raisons qui expliquent ces ratés malgré les efforts, malgré l'engagement de la société civile? Alors, les raisons peuvent être multiples, mais je vais beaucoup plus m'accentuer sur le manque d'informations et le manque de connaissance de la population. Vous savez, lorsqu'on a longtemps baigné dans une certaine philosophie de vie, lorsqu'on a longtemps baigné dans je ne dirais pas l'ignorance, mais lorsqu'on a longtemps baigné dans une certaine manière de penser, on n'adhère pas tout de suite à ce que la loi dit. La population ou les parents parfois ont besoin de répétition. C'est-à-dire, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Parfois, il faut répéter, il faut aller plusieurs fois pour parler aux gens. Et aussi, il faut préciser que les situations précaires dans lesquelles vivent beaucoup de parents aujourd'hui au Bénin, dans les localités reculées, font qu'ils n'ont pas, l'esprit ouvert à adopter les conditions nécessaires pour que les enfants puissent bien jouir de leurs droits. Vous voyez un peu. Donc dans ces conditions, un parent qui peut-être mange une seule fois dans une journée ou qui difficilement arrive à donner à manger une seule fois à son enfant dans une journée, n'aura même pas le souci de donner accès à son enfant au loisir. Vous voyez un peu ce que je dis. Le parent qui vit cette situation précaire, tout de suite, lui, c'est qu'il veut faire travailler son enfant pour que l'enfant l'aide à gagner de l'argent. Alors que déjà, il est dans la loi, il est prescrit l'âge auquel un enfant mineur peut avoir accès peut commencer à travailler. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose qu'on observe à cause de la précarité. Donc voilà, entre autres, des situations qui peuvent emmener cela. Et on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais déjà la précarité et l'ignorance sont les raisons majeures. J'ai vu les enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu des bébés sans berceau, dévorés par des moustiques, des nouveau-nés abandonnés, jetés sur un tas d'ordures. Des enfants déscolarisés dans une totale indifférence. Nama cambio, yendo bene hoe, e chimahule mojeno chene, mawe tabeto betole tele, e si ajiwe mide. Voilà, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs de Channel TV, retour sur ce plateau où nous avons notre quatrième invité à qui nous allons donner le privilège de se présenter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est Madame Boudjon Sigra, assistante sociale, chargée de protection de l'enfant au CPS de Bégalin. Je représente sur ce plateau la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance du littoral. Merci Merci. Madame. Aujourd'hui, 20 novembre 2022, la communauté internationale célèbre la journée internationale des droits des enfants. Et le terme choisi pour cette édition est l'inclusion et l'égalité au Bénin. Comment se porte déjà la protection des droits des enfants? La protection
protection des droits de l'enfant se porte bien. Malgré les difficultés qu'on observe dans la mise en œuvre, de ces droits-là, la protection des droits des enfants se porte bien. Pour revenir sur le thème de cette année, par rapport à la journée, l'inclusion et l'égalité, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance aujourd'hui œuvre beaucoup pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en général et en particulier les enfants en situation de handicap dans la vie sociale d'aujourd'hui. Pour ce faire, l'obligation d'abord est faite à toutes les structures étatiques de donner assez facile à toutes ces personnes en situation de handicap d'abord, en mettant en place les rangs déjà. Si une structure n'a pas encore, on lui fait obligation d'avoir pour que les personnes en situation de handicap aient assez facile à ces structures-là. En matière de protection de l'enfant, il y a aussi l'accompagnement que l'État fait, le ministère, le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, avec ses structures déconcentrées, fait au niveau local pour ces enfants en situation de handicap, l'accompagnement sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur le plan aussi, je vais dire social. Parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs sur le plateau, la précarité d'aujourd'hui des enfants en situation de handicap issus de certaines familles sont confrontés, fait que le respect de ces droits-là le respect n'est pas effectif. Donc, pour ce faire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers les CPS, avec leur district de RDC, entamé réadaptation à base communautaire, accompagne ces enfants en situation de handicap dans la rééducation, dans leur scolarisation, et aussi accompagne les familles de ces enfants-là pour leur sortie de la précarité. Voilà, sur la première thématique, c'est-à-dire l'inclusion. Aujourd'hui, il faut se constater que cette thématique n'est pas encore concrètement ancrée dans les pratiques, puisqu'on continue d'observer dans les écoles, dans certaines villes, il y a des ministères aujourd'hui quand même qui n'ont pas qui ne permettent pas l'accès à toutes les personnes handicapées. Il y a des institutions, des places publiques, des emplois publics qui ne le permettent pas du tout. Madame la représentante de la directrice du centre de promotion sociale de Benjamin dit non. Qu'est-ce que l'État envisage déjà pour quand même qu'il y ait un changement de paradigme? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Tout à l'heure, je viens de dire que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, est en train de faire la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est timide. La promotion, l'effectivité de cette inclusion est un peu timide, mais nous y attelons. Nous y attelons. Aujourd'hui, il faut dire que pour accueillir certains enfants en situation de handicap nécessite une disposition. On est d'accord? Il y a des écoles qui refusent carrément parce qu'il n'y a pas les conditions qu'il faut pour accueillir ces enfants-là. Il n'y a pas des enseignants qualifiés pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Donc du coup, les écoles refusent l'accueil de ces enfants-là. Et il y a aussi le recrutement même des personnes en situation de handicap, par exemple. C'est limité. L'égalité. On parle d'inclusion et de l'égalité. Mais il faut dire que quand tu as un handicap
tu es un peu limité. Donc du coup, tu ne peux pas faire tout ce que l'être humain, c'est-à-dire qui n'a pas un handicap, tu ne peux pas le faire. Madame la représentante, nous allons demander à notre cher à mon niveau professionnel, pareil pour ce point de vue, si vous êtes personne handicapée, vous n'êtes pas, vous avez les capacités, les potentiels limités pour pouvoir faire certaines choses, vous êtes psychopédagogue, êtes-vous d'avis? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Déjà, je réponds au nom de Frednel à son égard, je précise. Et je voudrais dire que les points de vue ne sont forcément pas partagés. Et déjà, le handicap n'est pas synonyme d'impossibilité. Les personnes portant un handicap donné auront peut-être des difficultés à atteindre un objectif A, mais n'ont pas l'impossibilité de les atteindre. Je suis d'accord que pour une personne ayant un handicap moteur, je suppose, prendre des escaliers pour un deuxième étage sera peut-être chose difficile, mais pas impossible. Et la personne n'ayant pas de handicap pourra le faire en 2 temps en mouvement. Mais cette personne-là ayant un handicap va prendre encore beaucoup plus de temps à le faire. Donc ce n'est pas chose impossible que les enfants, qu'ils soient handicapés ou non, doivent aller à l'école tous ensemble. Je pense que depuis 1989 à aujourd'hui 2022, beaucoup de choses devraient se faire. Mais si à là, nous voyons que même les écoles publiques ne sont pas à même de prendre les enfants, qu'ils soient handicapés. Qu'en serait-il des écoles privées où l'infrastructure, où l'accompagnement de l'État n'est pas? Je ne pense pas que le handicap soit une barrière, mais c'est beaucoup plus difficile. Et ces personnes-là, quand ils sont soutenus, quand ils sont accompagnés, font des merveilles. Et je pense que ça, le handicap n'est pas une fin en soi. Merci beaucoup. Justement, au sein de l'ONG La Chrysalide, nous avons des enfants handicapés intellectuels que vous encadrez ici, l'encadrement, l'animation avec ces derniers ici. Comment ça se passe? Ok, merci. Nous, au sein de l'ONG La Chrysalide, nous travaillons avec les enfants handicapés intellectuels. Donc, ce sont des personnes que, on voit que la personne a 16 ans. Or, dans sa réaction, sa manière de faire, il réagit comme un enfant qui a 5 ans. Donc, on travaille d'abord pour pouvoir dans l'autonomisation. Dans l'autonomisation et l'épanouissement, peut-être comment manger. Parce que ce sont des personnes qui ne savent pas comment manger d'abord, comment se laver, comment porter les chaussettes, les chaussures. Dans ça, là, on travaille à la chrysalide et aussi la motricité. Pour ceux qui sont IMC et autres, on essaie de travailler leur motricité et des enfants trisomiques. Ce sont des enfants qui ne sortent pas aussi, ils sont souvent dans l'arrière-cour et autres. Donc on essaie de leur faire découvrir la nature. En fait, à travers aussi nos sensibilisations, on essaie de sensibiliser les parents par rapport à ça, de ne pas laisser les enfants toujours dans l'arrière-cour et autres. De façon concrète, le vécu quotidien de ces enfants-là, comment ça se fait? Sinon, je veux parler de leur inclusion dans les écoles et autres. Comme vient de dire M. Fresnel, on va pas dire que c'est l'État qui met la barrière ou les enseignants, je dirais. Parce que je ne comprends pas. On a dit que il y a les lois qui sont prises pour ces genres de choses, mais qu'il y a des écoles publiques qui refusent catégoriquement des enfants handicapés intellectuels surtout. Parce que pour des enfants handicapés physiques, visuels, il y a les rampes, les petits trucs là qui peuvent leur permettre de submerger. En ce qui concerne l'handicap intellectuel, genre, il n'y a rien prévu pour ces enfants là. Donc l'ONG La Chrysalide se bat pour qu'il y ait forcément l'inclusion de ces personnes là. Merci beaucoup. Madame Augusta Migan, au sein de l'ONG Nouvelle Chance, dites-nous comment ça se fait, l'inclusion. Parlez-nous de l'inclusion des enfants et aussi de l'égalité
Avez-vous un projet dans ce sens? Et avez-vous des actions fortes dans ce sens pour quand même qu'il y ait une amélioration sur le terrain? D'accord, merci monsieur le journaliste. Bon, au niveau de l'ONG Nouvelle Chance Bénin, il faut préciser que nous travaillons essentiellement en milieu scolaire. Ça veut dire que nous essayons de sensibiliser les enseignants et les parents d'élèves sur le handicap intellectuel et sur l'inclusion de ces enfants en milieu scolaire. Et tout à l'heure, la représentante de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance a mis l'accent sur le fait que les enseignants ne soient pas informés, ne soient pas formés. Et aujourd'hui, le constat fait état de ce que dans les écoles, effectivement, les enseignants ont du mal à accueillir des enfants qui sont en situation de handicap intellectuel. Parce que comme vous pouvez le constater, le handicap intellectuel se manifeste différemment sur les enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants qui peuvent présenter un type de handicap intellectuel, comme on peut voir les enfants qu'accueille ici la chrysalide, où tu vois l'enfant il est en train de baver, l'enfant il ne peut pas se tenir, ou l'enfant il ne peut même pas, c'est-à-dire porter ses effets par lui-même. Et les enfants qui sont dans cette situation-là, c'est difficile de les intégrer dans le milieu scolaire tant que les enseignants et même les parents ne sont pas ouverts à cela. Et il y a d'autres enfants qui présentent des types de handicap intellectuel ou si on ne vous dit pas que ce sont des personnes handicapées intellectuelles, vous ne saurez pas. Parce que le handicap intellectuel, comme je le disais tout à l'heure, il peut s'agir du déficit intellectuel, mais à différents degrés, différentes échelles. Voilà. Et donc au niveau de l'ONG Nouvelle Chance Bénin, par exemple, nous travaillons essentiellement sur les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, c'est-à-dire les 10, le TDAH, etc. C'est-à-dire quoi, TDAH? Bon, on ne va pas aller en profondeur comme le thème est spécifique, mais le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et quand on parle des 10, on parle de la dyslexie, de la dysorthographie, de la dyscalculie, de la dysgraphie et de la dyspraxie. Et par exemple, ça semble banal, cette terminologie que j'utilise, mais en réalité, les enfants qui sont sujets à ces troubles-là sont véritablement handicapés dans leur cursus scolaire, c'est-à-dire dans leur manière d'acquérir la connaissance. Et parfois, à cause de ce type de handicap, ces enfants ont du mal à s'intégrer dans le cursus scolaire, dans la société. Et il faut faire un véritable travail pour emmener les enseignants à comprendre que ces enfants sont sujets à un trouble, à un handicap, et que les bastonner à tout va ne règle pas la solution, et que aussi soit appeler les parents ou les renvoyer ne règle pas la solution. Et c'est là que joue un rôle important toutes les actions que les organisations de la société civile font, dont l'ONG La Chrysalide, l'ONG Nouvelle Chance Bénin et bien d'autres. Et donc, en sensibilisant les enseignants sur les tests, tout à l'heure, M. Fresnel a parlé de la loi, etc. Et en les sensibilisant sur l'existence de ces lois, sur le fait qu'un enfant qui présente un handicap et que vous renvoyez cet enfant, vous ne l'acceptez pas, déjà, la loi prévoit une sanction par rapport à ça. Et en les sensibilisant par rapport à ça, en réunissant les parents. Donc nous, au niveau de Nouvelle Chance Bénin, nous faisons ce travail et nous avons aussi l'appui de la Chrysalide. Nous travaillons aussi avec la Chrysalide et pas mal d'organisations. Et donc c'est un peu ce que nous faisons. Et pour finir, je voudrais revenir sur le rôle de l'État ou sur tout ce que nous observons à travers le ministère des Affaires sociales. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, je pense que quand même, on observe sur le terrain des actions concrètes qu'on peut dire qu'il y a de petits pas qui se font. Ce n'est pas encore ça, mais il y a quand même de petits pas qui se font. Et donc, toutes ces occasions qui se présentent pour interpeller les autorités, ce sont des opportunités que nous saisissons toujours pour le faire. Et à travers cette émission, je pense que l'ONG La Chrysalide lance un appel pour que les autorités à divers niveaux puissent véritablement prendre les décisions adéquates pour que les lois puissent entrer en application et que les dispositions adéquates soient prises au niveau des écoles pour faciliter l'inclusion de ces enfants dans le milieu scolaire et puis bien au-delà. Voilà. Merci Madame Augusta Amiga. À nouveau, nous allons observer un coup de pause et revenir. Veille
sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. Voilà, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Challenge Web TV, retour sur ce plateau où nous allons laisser le soin à madame de parler un peu, de relever un peu quelques failles soulevées au niveau de l'État, soulevées par ses prédécesseurs. Merci, madame Alice. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses se font, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait du temps. Je reconnais qu'il y a encore beaucoup de failles dans la mise en œuvre de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un centre spécifique pour accueillir les enfants en situation de lourd handicap, où ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de suivi permanent. Et nous n'avons pas ce centre-là. Il faut féliciter aussi l'État pour ce qu'il fait, les centres spécifiques pour les sourds-muets, pour les personnes malvoyantes et pour la rééducation des personnes en situation de handicap aussi moteur. Ce que nous notons aussi, l'accompagnement des familles de ces enfants en situation de handicap. Il y a aussi une avancée dans le recrutement aussi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique aussi, avec nos partenaires aussi qui nous accompagnent tout le temps. On note aussi le recrutement de ces personnes-là. Je vais profiter pour dire, pour remercier nos partenaires sans lesquels le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ne peut pas atteindre ses objectifs. Nous avons Angela de la Sierra, nous avons l'ONG Nouvelle Chance, nous avons l'ONG Pénaliste et bien d'autres qui nous accompagnent dans la prise en charge de ces enfants en situation de handicap. Voilà, au sein de l'État, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années, madame, en termes d'amélioration? Vous savez que nous sommes au niveau local et nous cessons de faire des plaidoyers, de remonter les informations, nos besoins sur le terrain au niveau central pour que ça soit pris en compte. Et je crois fermement que dans les mois à venir, les années à venir, vous allez noter un changement autour. Merci beaucoup à vous, madame Anne-Marie Minou. Dites-nous, au sein de l'ONG La Chrysalide, quelles sont les prochaines actions à mener pour quand même améliorer les intentions un peu la condition de vie de ces personnes handicapées, de ces enfants handicapés intellectuels chez vous, ici, et aussi ailleurs. Au sein de l'ONG La Chrysalide, on essaie de faire encore et encore des sensibilisations pour d'abord montrer aux gens que l'handicap intellectuel, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Ça existe et c'est réel. Maintenant, comment faire pour que ces personnes handicapées-là soient épanouies? Et aussi, nous allons demander à l'État d'insérer dans leur cursus de formation comment l'éducation inclusive, comment un enseignant peut travailler avec des personnes handicapées dans une même salle. Merci. Voilà. Personnel, dites-nous, en tant que psychopédagogue, pensez-vous que l'avenir des enfants handicapés et intellectuels surtout est prometteur? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. L'avenir est prometteur pour toute personne qui est accompagnée. Je pense que
ce ne serait pas pour les personnes handicapées intellectuelles que cela serait impossible. Alors déjà, je fais un retour sur la question posée à Dame Anne-Marie tout à l'heure, et je dirais que dans son intégrale ou en intégralité, la chrysalide Bénin essaie de travailler beaucoup plus sur la personnalité des enfants, des jeunes et des adultes qui sont porteurs de handicap intellectuel. Parce que le plus grand travail, c'est comment aider ces personnes-là à acquérir une certaine autonomie. Les parents qui sont là aujourd'hui et qui accompagnent ces enfants ne pourront pas être là éternellement. Alors, la meilleure des manières d'aider une personne handicapée intellectuelle dans sa vie, tout le long de sa vie, serait de l'aider, un temps soit peu, à acquérir autant d'autonomie que possible. Si aujourd'hui, elle n'est pas à même de faire ses besoins primaux, les besoins de base, tout seul, se laver, se brosser, acquérir encore beaucoup plus de compétences de base. Comment faire pour que cette personne-là puisse même vraiment le faire? Et c'est ce à quoi nous travaillons, aider l'enfant, aider la personne, le jeune, à être indépendant, un temps soit peu. Et quand nous voyons avec le temps, avec les programmes qui sont mis sur pied, que cette personne, bien sûr, atteint un certain niveau d'autonomie, nous commençons déjà avec un programme tout en tenant compte de ses atouts personnels, de sa volonté et du vouloir des parents à l'orienter vers une formation professionnelle qui pourrait toutefois lui permettre, tout en étant accompagné, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le handicap intellectuel n'est pas visible forcément comme le handicap physique, moteur, visuel que nous voyons, mais est très lourd et sensible. Donc ce sont des personnes qui doivent être accompagnées sur le long terme, pour ne pas dire parfois toute la vie durant. Donc grâce à l'accompagnement, ces personnes-là sont mises en apprentissage, sont mises en formation et à la fin de leur cursus pourraient toutefois se mettre à leur propre compte, être autonomes et être réellement un citoyen épanoui dans la société. Et c'est ce pourquoi nous parlons d'inclusion, d'égalité, donner les mêmes chances à toutes les personnes, qu'elles soient handicapées ou pas, qu'ils aient un handicap physique, moteur ou pas, permettre aux enfants d'aller à l'école. C'est basique, mais c'est prioritaire également. Et cela pour que le développement de la société soit réellement un succès. Merci beaucoup. Voilà, justement, à propos, en termes de coût, la prise en charge ici, au niveau de l'ONG La Chrysalide, dites-nous, c'est gratuite ou comment ça se fait la prise en charge? Au niveau des parents, ou bien les parents n'ont rien à payer, ils envoient les enfants ici, ou bien vous les récupérez, vous travaillez avec les enfants, c'est fini, ça s'arrête là. Je dirais en premier lieu que nous faisons un travail beaucoup plus social et tout à l'heure la représentante du centre de promotion sociale a dit nous essayons au mieux d'aider les parents vu qu'il n'y a pas au tissu les écoles et via l'État étant démissionnaire, nous essayons de récupérer ces enfants-là dont les parents les trouvent un certain plaisir, trouvent une porte de sortie, les amener ici pour l'accompagnement psycho-éducatif, un accompagnement psycho-éducatif autant pour moi, comment amener ces enfants à acquérir une autonomie. Et c'est ce que nous faisons, pas forcément à dessein financier. Les parents n'ayant pas les moyens, nous faisons avec les moyens de bord. Et nous remercions également en partie nos partenaires et tous ceux de bonne volonté, ceux et celles de bonne volonté qui nous appuient au jour le jour pour cette initiative qui est la nôtre. Merci beaucoup. Voilà, Madame Augusta Mingan, en termes d'impact sur le terrain, donnez-nous quelques résultats de vos actions au niveau de l'ONG Nouvelle Chance Bénin. En termes d'impact sur 10 enfants, quels sont concrètement les résultats que vous avez déjà obtenus sur le terrain? Alors, merci pour la question. Et déjà, il faut noter que l'ONG Nouvelle Chance Bénin travaille beaucoup dans la sensibilisation. Et en termes de sensibilisation, si on va parler d'impact sur le terrain, le nombre de personnes que nous avons déjà atteintes par rapport à la sensibilisation, c'est énorme. Déjà à travers nos médias sociaux,
à travers spécifiquement une initiative que nous avons mise en œuvre qui actuellement est en cours, qui va commencer le 20 novembre, la semaine de sensibilisation, le 7 social DI. Et c'est 7 jours de sensibilisation intense pendant lesquels on fait beaucoup de communication sur le handicap intellectuel, sur les enfants. On va dans les écoles. Ça se passe à Cotonou ici ou bien dans les autres régions du Bénin? Alors actuellement, on est à la 3e édition de cette activité et on s'est concentré pour le moment sur les régions, sur les zones de Cotonou. Et donc pour les prochaines éditions, on ambitionne aller au-delà de Cotonou pour que l'information puisse aller au plus grand nombre de personnes. Et donc dans la prise en charge, quand je viens sur le point des enfants accompagnés, dans la prise en charge, on identifie les enfants parce qu'il faut reconnaître que nous travaillons avec quelques spécialistes, dont des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des psychopédagogues qui également travaillent avec nous. Donc on identifie certains enfants à l'échelle de nos moyens, je le rappelle, parce que comme vous pouvez le constater, la prise en charge de ces enfants nécessite beaucoup de coûts. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons cela, pour aider les parents déjà à avoir connaissance de l'existence de cette cours. Quelle est la part de contribution des parents? Alors alors je parle, nous ne prenons aucun frais chez les parents dans les écoles publiques. Mais lorsque le parent fait appel à un spécialiste à notre niveau, c'est-à-dire un éducateur spécialisé ou un orthophoniste, le parent emmène son enfant chez le spécialiste et il gère là-bas avec les coûts que le spécialiste demande. Mais pour ce qui concerne nos actions dans les écoles publiques, nous ne prenons aucun frais chez les parents. Et donc, à travers, par exemple, la classe dont je parle, qui est animée par des éducateurs spécialisés et des psychopédagogues, dans cette classe, on ne prend pas de l'argent chez les parents. Les enfants sont accompagnés à travers des méthodes pédagogiques beaucoup plus ludiques pour les aider à plus facilement assimiler les notions qu'ils n'arrivent pas à assimiler dans notre système classique en classe. Et donc, voilà ce que je peux dire brièvement. Voilà, mais Madame Boudjo Sigra, dites-nous, en termes de projet, prochainement, après 2022, quels sont peut déjà s'attendre au niveau des CPS? Au niveau des CPS, déjà, il y a la désalinisation des tests de loi concernant la protection de l'enfant et l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Nous avons aussi l'animation des espaces contacts qui se fait dans 4 CPS sur 6. CPS Béganet, Ouloguédé, Sainte-Cécile, Akpakpam, les Aéropas, 5 CPS sur 6. Mais là, on a constaté que vos actions sont beaucoup plus orientées à Cotonou ici qu'ailleurs. Qu'est-ce qui explique cela? Non. Dans les autres... Il faut dire que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance compte 85 CPS dans les 77 communes de Cotonou. Les communes à statut particulier comptent plus d'un centre. À Cotonou, ici, nous en avons 6. Et sur 6, on a 5 qui a l'espace contact. C'est-à-dire c'est un espace qui accueille les enfants en situation de handicap. Mais il y a des CPS qui ne sont pas du tout animés. Comme pour l'exemple CPS AZ, qui est tout le temps fermé. Et s'il n'y a pas d'activité politique, on ne voit pas de mouvement là, il est tout le temps fermé. Aujourd'hui, ça ne serait plus comme ça. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'en tout le temps, en matière de personnel, nous n'en avons pas. Mais depuis quelques années, il y a un recrutement des agents qualifiés dans ces CPS-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de fermeture d'un CPS pour manque de personnel. Non, je ne crois pas. Même si tout le personnel doit être en mission, doit avoir un agent en poste pour pouvoir gérer les centres. Donc, il faut dire que tous les CPS du Bénin n'ont pas d'espace contact pour accueillir les enfants en situation de handicap. Donc, on fait des références, c'est-à-dire on réfère les enfants dans les CPS qui ont des espaces contact. Au niveau de cet espace-là, nous accueillons les enfants en situation de handicap, tout type de handicap. Ils sont accompagnés. Même les handicapés intellectuels? Oui. Qu'on accompagne dans la rééducation fonctionnelle. On accompagne aussi les parents de
ces enfants-là, sensibilisation. dans la protection qu'ils doivent accorder, qu'ils doivent avoir pour ces enfants-là, dans leur prise en charge, parce qu'il faut dire que les enfants sont en situation de handicap, mais ils doivent manger, les autres besoins aussi sont là. Et comme l'a dit Madame Mégan tout à l'heure, il y a la précarité qui règne. La majorité de ces enfants qui sont abandonnés, qui ne sont pas là, sont issus de ces familles. Il y a aussi nos us et coutumes qui expliquent aussi que ce sont des enfants entre griffes, sorciers, torrents et ainsi de suite, donc, et qui sont abandonnés, qui sont laissés pour compte. Et comme l'a dit Madame Anne-Marie, sont souvent dans l'arrière-cour. Voilà, donc nous les sensibilisons, on fait sortir ces enfants-là pour leur suivi, leur accompagnement. L'autonomisation des mères de ces enfants-là, l'autonomisation de ces mères aussi sont prises en compte par ces espaces frontales à travers le CPS qui coiffe l'espace frontal. Voilà. Il faut aussi dire que la sensibilisation, c'est le lot quotidien. Les élus locaux, les groupements de femmes, en tout cas, toutes les cibles du ministère des Affaires sociales sont sensibilisées par rapport à la prise en charge de ces enfants-là. Merci Madame, nous allons rester avec vous, faire le dernier tour de table. Juste un mot sur le thème de cette année, en termes de plaidoyer, en termes d'appel aux autorités. Vous êtes milliard de l'État, vous allez peut-être lancer un appel aux parents d'élèves, aux parents des enfants handicapés surtout au Bénin. Voilà, allez-y. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je profite de votre plateau pour lancer un appel vibrant aux parents. Aux parents pour leur dire que certes c'est difficile, mais il faut avoir beaucoup de courage. Ce sont des enfants comme tout autre enfant qui ont besoin seulement d'un tout petit peu d'attention, d'affection pour pouvoir se développer, pour pouvoir être épanoui et pour pouvoir répondre à tous les appuis qu'on lui apporte. Donc de faire sortir les enfants, de les déclarer, de solliciter l'aide des structures compétentes pour que ces enfants-là soient autonomes, comme l'a dit M. Fresnel. Merci beaucoup Madame Obudio Sigrat. Madame Augusta Mégan, en termes de plaidoyer à l'endroit de l'État ou aux autres organisations internationales. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À la suite de Madame Bouillon, je lance un appel aussi aux parents. Je voudrais spécialement demander aux parents de développer un esprit d'ouverture pour comprendre ces enfants-là et de comprendre qu'avec ces enfants, il faut plus de patience. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont besoin d'un peu plus d'attention, d'un peu plus d'affection. Donc pour cela, il faut véritablement que les parents prennent leur courage à deux mains, comprennent qu'il faut être patient avec ces enfants, être tolérant envers ces enfants-là et qu'au besoin s'orienter vers les structures compétentes, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit l'État, à travers les CPS, etc. Et je voudrais aussi lancer un appel aux structures professionnelles, c'est-à-dire les entreprises, les centres de formation professionnelle qui accueillent des personnes ou des enfants, plus ou moins, je vais dire des enfants en situation de handicap. Parce que ce sont des enfants, quand vous les recevez, que ce soit un handicap moteur, que ce soit un handicap intellectuel, auditif, il faut savoir que ces enfants-là développent, ou ces personnes-là développent un talent dans un autre domaine. Si c'est par exemple un centre de couture ou de coiffure, lorsque l'enfant vient vers vous et que l'enfant n'est pas en mesure, par exemple, de faire certaines pratiques, c'est-à-dire d'apprendre exactement comme les autres, et que déjà il peut faire un certain nombre de choses dans le travail et permettre d'être autonome sur ce point, il faudrait avoir de la patience et laisser l'enfant le faire. Et enfin, mon appel est maintenant orienté vers l'État, parce qu'on le veuille ou non, si nous voulons véritablement une inclusion, une égalité sur cet aspect-là, il faudrait véritablement l'implication à 100% de l'État. Lancer un appel à l'État pour que déjà l'État lance un recensement, je vais dire, de toutes les personnes
qui ont un handicap dans le Bénin, pour qu'il y ait une base de données spécifique des personnes qui ont un handicap moteur, un handicap intellectuel, et que déjà à partir de la mise en place de cette base de données, il pourrait y avoir de façon structurelle l'intégration ou la mise en place de dispositions pour aider ces enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Augusta Mingan et Fresnel. Merci beaucoup, Monsieur l'animateur. Comme mot de fin, je dirais déjà que tous les enfants ont les mêmes droits à l'égalité et à l'inclusion. Merci beaucoup. Madame Anne-Marie Mine, dites-nous un mot pour mettre un thème à cet entretien. Merci. Je vais demander à l'État de faire encore un peu plus d'efforts. On sait déjà qu'il fait beaucoup, mais encore de faire encore plus pour que l'inclusion soit entre les enfants dits normaux et les enfants handicapés. Merci, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs de Channel Web TV. Nous sommes au thème de cet entretien consacré à la Journée internationale des enfants. Nous remercions nos invités qui ont bien accepté de partager leur point de vue sur le niveau de la défense des droits des enfants au Bénin et surtout les enfants handicapés intellectuels. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.